Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que nous filmons avec Ekaterina Tandila. Bonjour, Ekaterina Tanzil, donc expert en art russe qui vous accompagne aujourd'hui pour les conversations autour de l'art russe et les collections de Shuki de Morozov. Et dans ce vidéo, avec Diana, on voulait parler de la grande collection des impressionnistes et post-impressionnistes qui a été accumulée par la famille Morozov, notamment par les frères Mikhail et Ivan Morozov. Et donc, dans la première vidéo, on a parlé des Choukines qui ont commencé cette histoire de collectionner les artistes étrangers impressionnistes, post-impressionnistes à la fin du 19e siècle. Deuxième famille qui est rentrée aussi avec leur extraordinaire collection, c'était la famille Morozov. Pareil, là, nous trouvons une famille qui était d'origine des Kripasny, des paysans. Des serfs qui étaient avant, qui étaient des serfs et qui étaient dans le servage en Russie parce que le servage était aboli à la fin du 19e siècle en Russie. Voilà, et eux, donc c'était leur grand-père Sava Morozov, il appartenait déjà à une famille pas très loin de Moscou, qui lui permet de s'installer comme un producteur des tissus, des textiles. Morozov, pareil, il commence par la production des tissus, et leur grand-père Sava Morozov, il a pu gagner des sommes pour acheter sa famille de servage qu'à 1820. Donc en 1820, il commence de travailler bien et à la fin du 19e siècle, c'est déjà la famille Morozov, c'est déjà un clan industriel extraordinaire, très riche, très fort, avec plusieurs manufactures dans les régions autour de Moscou. Ils fabriquaient des tissus qu'ils vendaient vraiment à travers le monde. Il y avait des ventes qui partaient en Chine, en Inde, en Europe, donc partout. Et ils ont réussi, donc à deux, trois générations, c'est devenu extraordinaire. Après, c'était des grandes familles d'époque où chaque personne avait cinq enfants et cinq enfants ont eu cinq enfants, donc c'était plein des frères et des cousins, etc. Et donc les frères Morozov, c'était les petits-fils de ce Sava Morozov qui a commencé donc l'affaire. C'est des garçons qui naissent très riches déjà, mais qui doivent continuer de reprendre le travail, les manufactures. Ils étaient éduqués pareil, comme les Choukines, par les parents qui s'orientaient un petit peu vers l'avenir. Donc, ils essayaient de donner une éducation très vaste, très diverse à leurs fils. Les Mikhail et Ivan Morozov, eux-mêmes, quand ils étaient petits, ils prenaient des cours de dessin et leur prof de dessin, c'était Konstantin Korovin. Quand il était encore jeune étudiant, et pour gagner un peu sa vie, il donnait les cours de dessin aux frères Morozov. Donc c'est quand même assez curieux. C'était dès le début, ils étaient entourés des gens qui étaient assez brillants. Eux-mêmes, ils ont fait aussi les études en Suisse, un peu partout en Europe. Déjà, les frères Morozov, c'est une génération un petit peu plus jeune que les Choukines. Donc c'est pour ça qu'on commence souvent par les Choukines, parce que déjà, Mikhail Morozov, le frère aîné, il est né en 1870, donc déjà à la fin du 19e. C'était un personnage assez extraordinaire apparemment parce que c'était un grand monsieur très haut, costaud, un sacré gentleman, un bon vivant avec beaucoup de caractère. Elle adorait le théâtre, le ballet, elle était très cultivée, elle écrivait des articles, elle était assez historien, elle travaillait de certains domaines d'histoire ancienne. Et en même temps, ils avaient ce que такой купеческий caractère, un peu voyou, un peu malin. Il aimait bien, il était toujours très fier d'acheter pas cher, de revendre plus cher, donc c'était un peu le caractère des marchands quand même encore. Et comme disaient des témoignages, que c'était en même temps un gentleman, bon vivant, type très cultivé, et напористый мужик. C'est genre un moujik très, avec beaucoup de volonté. Ouais. Lui, il savait très bien qu'est-ce qu'il veut, il voulait être, que tout le monde le connaît, il était très présent partout. Quand il s'installe à Moscou après ses études, il achète une énorme maison dans le centre de Moscou qui était décorée, il y avait des salons gothiques, salons égyptiens. Euh, Apparemment, il y avait, genre dans un des salons, il y avait un momie, il y avait un sarcophage avec la momie et le téléphone à côté. Donc, c'était le mixte des choses extraordinaires pour son temps. Et sa maison, comme il a été mécène pour le théâtre, il aimait beaucoup recevoir et sa maison, reçoit assez rapidement beaucoup des artistes d'époque. Il était très proche avec Vassili Surikov, un grand artiste ambulant,
avec Korovine qu'il connaissait depuis toujours. Donc, puis il y avait le Serov, des grands artistes d'époque qui viennent chez lui et qui deviennent ses amis. Et lui-même, il commence de collectionner un peu dès le début. Au début, il commence par des artistes anciens. Donc, la première collection, c'était assez Les curieux anciens apparemment. Russes? Non, les anciens gens étrangers. Donc, il présentait à ses amis, ça c'est un Titian, ça c'est un Raphaël, ça c'est je sais pas qui, mais c'est pas mal. Donc, c'était un peu chopé à droite à gauche. Donc, apparemment, après, cette partie de collection est rapidement disparue quelque part sur le tapis parce qu'il y avait plein des erreurs, des choses assez bizarres. Et il se rend compte que peut-être mieux de acheter dans les endroits plus fiables près des artistes même. Comme il connaissait beaucoup les artistes russes, donc il commence par les artistes russes. Et ça, c'est assez sympa que la collection Sishukin, ils apprécient pas trop les artistes russes, il y avait vraiment peu. Et chez les Morozov, il y avait quand même une grande partie, c'était des artistes russes de leurs époques, les gens qu'ils connaissaient. Mikhail Morozov commence d'acheter Vroubel. Vroubel, c'était le premier symboliste, surtout symboliste russe. En fait, Mikhail Morozov, il avait des œuvres, genre la Gadalka, la diseuse de Ouais, bonne aventure, Sous Paris, et puis la fameuse Tsarevna Lebed, la reine des cygnes, c'est des œuvres que chaque enfant russe connaissait par tous ses bouquins. C'était vraiment des œuvres super fortes. Lui, il avait une bonne sélection de Vroubel, il avait beaucoup de Korovine, vraiment des dizaines de tableaux. Donc c'était à la fin de sa vie, parce que lui, il n'a pas vécu longtemps, malheureusement. Mikhail Morozov est mort assez tôt, je crois en 1908, donc il a vraiment vécu à peine 40 ans. Et à la fin, la partie russe de sa collection, c'était plus que 300 tableaux. Donc c'était quand même une grande partie assez volumineuse. Puis il voyageait beaucoup et à Paris, donc il tombe comme tout le monde chez Ambroise Vollard et chez Bernheim John, donc dans les grandes galeries parisiennes où il découvre Monet, Renoir, Degas, donc tous ces artistes commencent d'atterrir aussi dans sa collection. Il y avait de très très belles pièces de grande qualité, pas énormément, mais de grande qualité. Mais comme il est décidé tôt, pareil, il a dû parler à la maison qu'il veut que la collection devienne plus publique. Et sa femme, finalement, elle a fait une sélection des plus grandes œuvres qu'elle a données à la galerie Tretchikov. Elle a gardé pour soi juste des œuvres qu'elle aimait personnellement, qui étaient plus autour de la famille ou comme Tsarevna Lebed qu'elle aimait elle-même, tout simplement. Puis son frère Ivan Morozov, il a acheté un petit peu de ses œuvres aussi pour sa collection. Et donc le deuxième frère qui devient peut-être sa collection le plus important parce que tout simplement il a pu mettre un peu plus de son temps dans sa collection. Donc c'est Ivan Morozov. Les Morozov, comme ils étaient beaucoup entourés par les artistes russes, donc ils suivaient souvent les conseils aussi des artistes comme Serov ou comme Sergei Vinogradov, qui étaient très proches déjà de frère aîné. Et puis il devient aussi ami proche de son frère Ivan. Et Sergei Vinogradov conseille beaucoup Ivan Morozov dans ses choix. Parce que Morozov, il fonctionne un peu différemment. Shishkin, il choisissait lui-même, il savait très bien comment choisir, il n'écoutait personne. Ivan Morozov, au contraire, il est très posé. C'est ce que, il y a beaucoup de différences entre les deux aussi, parce que si son frère aîné était très bon vivant, avec beaucoup de soirées, etc., Ivan Morozov, il est plus jeune, avec pareil, beaucoup d'éducation, il aime beaucoup la peinture dès son petit âge, mais il est très posé, très businessman, il continue l'affaire de la famille, il s'enrichit, et ses œuvres, il les choisit très attentivement. Donc, quand lui, il venait dans les grandes galeries, il disait montrez-moi le meilleur, Sisley. Oui, c'est différent. Voilà, donc c'est. Et puis, les galeristes, ils racontaient qu'il venait à Paris et il commençait sa journée dès le matin, il venait dans la galerie, il s'installait, on lui sortait des œuvres, des œuvres, des œuvres, des œuvres, il réfléchissait, jusqu'au bout de la soirée, quand il était complètement fatigué, donc il avait plus de force ni pour aller au théâtre ni nulle part. C'était vraiment, il fallait chercher, 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 il traversait les galeries, donc il faisait son choix. Et si son frère était, comme j'ai dit, marchand, donc il aimait beaucoup négocier, acheter moins cher, etc., Ivan Morozov, il ne négociait jamais. Ça, c'est ce que Vollard disait à Russe qui ne négocie jamais. Donc, apparemment, il essayait jamais de casser le prix, donc il achetait comme on lui proposait. Donc, il payait cher, mais il a réussi quand même de très bien choisir ses œuvres.
en commençant pareil par des artistes russes. Il y avait beaucoup de Vroubil, Levitan, Serov, Korovin, puis les artistes un peu plus jeunes comme Alexandre Benoît ou Konstantin Somov, il avait une dizaine de tableaux de Somov, donc la partie russe elle était aussi très, très volumineuse. Et puis il est allé même encore un peu plus loin. Il y avait des tableaux de Larionov, Goncharov, puis Mashkov, donc les artistes avant-gardistes. Donc il est allé plus loin. Sauf que il a jamais accepté d'acheter Malevich ou Kandinsky. Donc ça, pour lui, c'était déjà un peu too much. Donc ça, il a arrêté, il a pas allé jusque-là. Et puis par exemple de son frère, donc il commence d'ajouter les tableaux étrangers. Donc il avait à partir de 1903, il commence d'acheter Sisley, Monet, euh, et c'est surtout que voilà, le Vinogradov le conseille ici à Paris pour faire des bons choix. Donc il y a pas mal de Pissarro qu'il achète chez Durand-Ruel. Il y a le tableau, le pont à Waterloo de Claude Monet qui était dans la collection de Morozov. Donc finalement, les collections Shukin et Morozov au niveau de qualité des pièces, malgré que les Morozov ont commencé un peu plus tard, et mais quand même la qualité de pièces était assez extraordinaire et au même niveau, si vous voulez. Donc, c'était des belles collections. Elle achète Portrait de Jeanne Samary de Renoir, qui était quand même, c'était pareil, des œuvres qui sont assez remarquables pour son art. Puis pour Monet, il y en avait beaucoup. Il y a la femme avec un éventail, il y a des coquelicots. Vers 1907, il passe, pareil, son période de post-impressionniste. Il achète des Gauguin, malgré que déjà Shukin a réussi d'accumuler les meilleurs Gauguin de période tahitien. Il a quand même acheté une bonne dizaine d'œuvres. Il y avait 8 tableaux de Gauguin, mais vraiment très bien choisis, très très beaux. Et ça, il commence de collectionner Van Gogh. Et en même temps, ce qui est curieux, il a senti cette liaison entre Van Gogh et Gauguin. Et il essayait d'acheter les tableaux de même période. Chez Ivan Morozov, il y avait un tableau, le Café dans la nuit à Arles. Il y a deux tableaux, il y avait Gauguin et Van Gogh, ils ont fait en même temps dans un café près de la gare Arles, où il y avait un billard. Et donc c'est à l'intérieur, deux vues différentes en fait. Donc ils achètent les deux tableaux. Ils essaient de voir ces artistes ensemble. C'est une approche assez profonde, assez intéressant quand même pour un collectionneur. Puis il achète beaucoup de Cézanne et comme il prenait du temps pour choisir ces tableaux et pour choisir la ligne qui suit les périodes de chaque artiste et pouvait attendre du temps. Et dans sa maison, il y avait des salles, il y avait une salle de Gauguin, une pièce de Van Gogh, il y avait une salle de Cézanne. Et apparemment, dans la salle de Cézanne, pendant plusieurs années, il restait à une place. Ah, le vide. Oui, il y avait une place vide et tout le monde le demandait, mais pourquoi le vide là? Il dit, ben, j'attends un Cézanne bleu, de période bleue, j'attends. Et il a mis plusieurs années à chercher un bon Cézanne qui va lui convenir pour mettre dans cet endroit-là. Donc c'était assez spectaculaire. Apparemment, ils étaient assez proches quand même avec Sergei Choukin, malgré qu'ils étaient un peu concurrents, mais ils étaient aussi assez amis. Parfois, Choukin l'amenait, apparemment, c'est Choukin qui l'a présenté à Matisse et Picasso. Donc C'est il bien les... risqué. Oui, c'est quand même, mais c'est curieux comme quoi ils s'entendaient bien et écoutez, il y avait un respect réciproque apparemment. Et il a amené chez Picasso et à Morozov, elle a acheté aussi des très bons Picasso. Pourtant, elle disait pareil qu'il n'aime pas que le cubisme, elle comprend pas le cubisme, mais il a acheté quand même le portrait d'Ambroise Vollard, qui est un portrait cubiste extraordinaire. Donc, il a eu ce courage d'acheter des pièces qu'elle ne comprend pas forcément, mais qu'il les sent que c'est le dernier amour de la peinture. Donc finalement, il a créé aussi cette collection assez vaste et extraordinaire avec tous les grands noms. Ce qui était curieux, que c'était le premier en fait collectionneur de s'intéresser au Nabi. Nabi, c'est Pierre Bonnard, Volta, cercle des artistes. Il était très proche avec Pierre Bonnard. Il a commandé des super panneaux aussi que vous avez dû voir à l'exposition, qui s'appelle la mer, le bord de mer Méditerranée. Le panneau qui était commandé pour rentrer dans le décor de sa maison. Euh, vous rentrez, il y a l'escalier qui monte et puis il y avait plusieurs coulons qui traversaient le mur.
Et il fallait faire le tableau qui rentre dans 3 parties et que les colons deviennent une partie du tableau, grosso modo. Et c'est une œuvre extraordinaire tu prends chaque partie, tu as l'impression que c'est un tableau fini et en même temps ça fait la totalité. Donc c'est assez extraordinaire. Puis c'était très visionnaire. J'essayais de voir aussi un peu les artistes étrangers différents. Il y avait des tableaux de Munch chez les frères Morozov, des Galan Kalila, il y avait des artistes scandinaves, donc c'est assez divers et varié. Et puis ça s'arrête pareil brusquement avec 1914, avec la guerre mondiale. Le frère aîné, il a pas vu, donc il est décédé plus tôt. Et Ivan Morozov, donc là avec Sergei Choukin, il reste dans la même situation, malheureusement, qu'il faut voir ce que faire avec la collection, comme on le savait et tout. Pourtant, lui-même, il voyait toujours sa collection comme publique. Donc, pareil, c'était dans l'idée de l'ouvrir à tout le monde. Donc, il était prêt à l'offrir. Il disait que hors de question d'essayer de sortir la collection de pays, qu'il n'achetait pas pour soi, mais pour le pays, et que malheureusement, c'est le choix de l'histoire à quoi ressemble le pays, mais c'est pour le pays, donc il voulait le garder là-bas. Et bon, finalement, ça finit par être nationalisé, et Ivan Morozov est partir à l'étranger. À un moment, il a réussi d'avoir un accord pour partir se soigner parce qu'elle était assez malade, elle se sentait mal et finalement il est mort en fait. Il est parti pour les soins en France et il est décédé en France. Donc il n'a pas forcément vécu à l'étranger après. Et donc la collection a été nationalisée, comme on a dit dans la vidéo précédente, que ça est devenu le même musée. D'ailleurs, le musée de la nouvelle peinture européenne, c'était dans la maison de Morozov. Ils ont pris sa maison, ils ont mis 2 collections ensemble. Et puis c'était partagé près de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'était partagé entre plusieurs musées et maintenant c'est dispersé, mais ça existe encore grâce à mon avis, tous ces directeurs des musées, des conservateurs qui comprenaient quand même l'importance de ces collections, de cet exploit, que c'est extraordinaire, qui ont réussi de garder, de cacher parfois à travers toutes ces guerres et toutes ces perturbations du XXe siècle. Oui, et c'est grâce à eux que les impressionnistes français sont conservés, bien conservés dans les musées russes. Et on espère que bientôt, peut-être il va y avoir de nouvelles expositions russes qui vont venir en France, ou à l'étranger tout court, ce serait pas mal. Bah ouais, ce sera pas mal. Le succès était quand même extraordinaire. Oui, avec Repin, avec Morozov. Et avant, c'était Choukin il y a 4 ans. Ouais, il y avait Choukin, puis Morozov et Repin à peu près en même période. Et le succès, c'était extraordinaire. Oui, c'était prolongé. C'était prolongé plusieurs fois. Il y avait beaucoup de monde qui venait. Les catalogues d'exposition qui étaient faits étaient extraordinaires. La scénographie et tout. Donc, c'était vraiment des gros projets. Et on espérait que ça va continuer, qu'il y aura d'autres formes de l'histoire. Oui, parce que la culture, elle persiste, elle survit à tout. Exactement. Donc, on espère que la culture est plus forte que toutes ces perturbations historiques. Donc, et que ça va vous plaire et ça va vous intéresser encore. Et la prochaine fois, on parlera d'autres choses. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires ou je vais mettre dans la description de cette vidéo les contacts de Yekaterina. Avec plaisir. Et vous pouvez regarder ce que fait. Je rappelle que Yekaterina est experte en art et elle organise des ventes aux enchères. Exactement, oui, j'organise des ventes aux enchères de l'art russe à Paris, à travers la France, donc un peu partout. Et puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Je vais ajouter les liens dans la description. Nous aimerions également, Yekaterina et moi, remercier le conservatoire russe Serge Rachmaninov qui nous a permis de filmer ces vidéos dans leur salle. Merci beaucoup. Merci. Je vais ajouter le lien vers le site du conservatoire dans la description de cette vidéo. Il y a toutes les semaines des événements autour de la culture russe, autour de la culture tout court. Il y a des soirées musicales qui se passent entre les murs du conservatoire qui se trouve à Paris. Voilà. C'est un endroit historique très fort et très joli, donc je vous conseille vraiment n'hésitez pas à le visiter. Profiter de visiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup Diana. Merci.